vu des multiples niveaux de décision, gouvernement, région, département, comment lutter contre le chômage des jeunes au niveau local? Lutter contre le chômage des jeunes au niveau local, je ne sais pas si on peut lutter au niveau local. Le chômage des jeunes, comme le chômage d'une manière générale, ça se lutte à un niveau d'abord national. Il y a une politique qui est menée nationalement et qui a des répercussions locales, me semble-t-il. Et c'est d'abord cette politique nationale qu'il faut interroger. Je représente le Front de gauche et je ne vais pas vous cacher que cette politique nationale est une politique d'austérité. Et je suis avec des économistes qui savent que c'est une politique de l'offre. C'est une politique qui est catastrophique. C'est une politique qui considère que le travail est un coût. C'est donc une politique qui baisse les salaires. C'est une politique qui diminue le pouvoir d'achat. C'est une politique qui fait quoi concrètement pour des entreprises? Puisque je m'adresse aussi à des jeunes entrepreneurs, je crois. Mais ça fait en sorte que ces entreprises ont moins de demandes. Elles ont moins de débouchés. Il est là le premier problème. Nous avons une politique d'austérité qui détruit la capacité d'un pays à produire des richesses. Parce que tout simplement, il y a un pouvoir d'achat qui diminue, il y a une population qui s'appauvrit. Alors à partir de là, la jeunesse, bien évidemment, elle trinque comme toutes les catégories. Un peu plus, parce qu'il y a quelques handicaps supplémentaires quand on est jeune et qu'on est confronté à son premier emploi. Mais moi j'ai quand même envie de dire, en plus on est à Agen et on est juste tout près de l'entreprise BMS UPSA, qu'avant de se dire s'il faut créer des emplois pour les jeunes, on pourrait peut-être essayer de faire en sorte qu'on ne détruise pas des emplois, et qu'on ne détruise pas des emplois sous un prétexte strict qui est celui de protéger les dividendes des entreprises. Car ce qui se passe aujourd'hui à Agen, c'est une menace, je vois le temps, c'est une menace sur des emplois, c'est donc une menace sur des emplois de jeunes et de moins jeunes, qui est liée simplement à la volonté d'un actionnaire de protéger son niveau de dividende. Ça n'a rien à voir avec les génériques. Peut-être qu'on y reviendra. Merci. Les nouvelles zones commerciales entraînent les flux des consommateurs vers l'extérieur de notre ville. Certains pensent que le cœur de notre cité s'éteint. Que prévoit votre programme pour dynamiser et réimplanter des commerces en centre-ville? Ça, c'est une vraie difficulté, parce que on est encore là aussi, on est dans une espèce de stratégie où on vide des cœurs de ville, où on vide des commerces de proximité, où on empêche finalement une population de vivre là où elle a toujours vécu et au plus simple, avec des trajets courts, avec des moments conviviaux, et on les envoie sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'on vide une partie d'une ville et on va l'implanter ailleurs. Il y a une espèce de transfert, mais qui est un transfert qui est absolument dramatique. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire pour redynamiser un centre-ville avec ses commerces de proximité? J'ai presque envie de dire que quand il est trop tard, on nous demanderait de trouver la solution immédiatement. Il n'y a pas de solution immédiate. On pourrait presque dire, mais là, il faut arrêter. Il faut arrêter de donner des autorisations, puisque ça appartient quand même à des pouvoirs locaux de donner des autorisations. Que je sache, ces dernières années, on a continué à donner des autorisations d'ouverture de grandes surfaces à des périphéries. Il y a tout le reste qui se rajoute. C'est-à-dire, on prend des terres qui sont des terres agricoles, on augmente complètement les trajets qui sont réalisés par les personnes. Il y a une absurdité. Maintenant, la solution, elle est dans la possibilité d'aider les commerces de centre-ville à réinjecter leur clientèle. Mais il n'y a pas de solution miracle. Mais surtout, il n'y en a pas une immédiate. Et je trouve assez amusant d'ailleurs de trouver chez un de mes compétiteurs la volonté de réactiver le commerce de centre-ville, alors que finalement toutes les autorisations pour créer ce commerce à l'extérieur des grandes villes qui tue le commerce de centre-ville a été données. Difficile. L'image Bruno Rugby n'est-elle pas un peu réductrice de ce qu'est Agen? Comptez-vous mettre en avant d'autres atouts de notre territoire afin de développer d'autres formes de tourisme et attirer étudiants et jeunes actifs sur Agen? Développer le tourisme, est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour réactiver une vie sur Agen ou pour permettre aux gens de vivre sur Agen? Est-ce qu'il y a une possibilité de réactiver le tourisme? Sûrement, hein, il y a des lieux touristiques, oui, sûrement.
Est-ce que j'ai une solution particulière? Pruneaux et rugby, vous m'avez dit, pruneaux et rugby? Oui, rugby, oui. Bon, pour moi, le rugby, c'est ce que disait Broncan, non? Voilà, c'est une fantastique énigme. Mais on va parler du rugby, là? Non, c'est pas prévu. Donc, je ne pense pas que le tourisme soit le moyen d'activer une orientation économique, quelque chose comme ça, je crois. Quelle est votre position sur les infrastructures à développer lors du prochain mandat, notamment concernant la ligne LGV, le 3e pont ou la liaison entre les deux gares? Bon, LGV, c'est un secret pour personne, c'est des absurdités, des décisions d'absurdité qui traînent des décisions de pouvoir public, et pas simplement localement, mais qui sont totalement soutenues localement. C'est une gabegie financière invraisemblable. C'est une folie destructrice de l'environnement. C'est d'une inutilité quasi complète. Ça coûte un argent invraisemblable, alors qu'il y a des moyens d'améliorer et le transport et la vitesse dans une situation qui soit raisonnable. On est dans quelque chose qui est du domaine du fantasme complet. Ça n'a pas de sens. La LGV n'a strictement aucun sens. Quand aller mettre pour Agen une gare, je sais pas ce qu'elle vient de dire, dans les coteaux, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je signale qu'un train a pour fonction de transporter des personnes d'un point A à un point B, peut-être le plus rapidement possible, mais de la manière la plus agréable et d'une manière qui soit la plus rationnelle. On est dans l'irrationalité. Vous savez, en économie, vous savez, il y a des irrationalités qui durent, hein, des espèces de fantasmes. Alors, je ne sais pas, ici, c'est le fantasme du progrès par la vitesse ou du fantasme du progrès par le surinvestissement, et c'est assez typique. Et c'est assez typique de choses que l'on rencontre chez nos décideurs locaux. Deuxième question sur, vous pensez de la... Troisième pont. Troisième pont. Troisième pont, je ne vais rien dire. Parce que c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut un troisième pont? Je ne vais rien dire. Mais il y a la zone industrielle. Hein, il y a la zone industrielle, celle-là, elle m'intéresse, celle de Sainte-Colombe. 140 hectares, 140 millions. J'ai lu, M. Dionis vous en a parlé, 4000 emplois. 4000 emplois. D'ici 2026, a-t-il dit? Ça signifierait, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises, 4000 emplois, ça signifie le double de ce qu'a créé l'agropole en même temps. Bonjour. Bon, on sait fort bien qu'une zone industrielle, dans son premier temps, elle ne fait qu'attirer à 60-70% des entreprises qui sont déjà installées. C'est un point qui est important, je continue. Et donc, en fait, elle ne crée pas, dans un premier temps, les emplois pour lesquels les investissements ont été réalisés. Donc, on est là dans de la démesure, encore une fois. LGV, Sainte-Colombe-Bruy-Roy, c'est la démesure. Selon vous, quels sont les atouts et les limites de la stratégie de développement économique déployée sur Agen à ce jour? Quels sont vos objectifs sur le mandat à venir? Je crois que c'est un peu la même question tout à l'heure. Hein. Les atouts, on est dans une agglomération, on a des espèces de grands projets. Bon, voilà, j'ai parlé de la LGV qui pourrait être le point porteur, de Sainte-Colombe-Bruy-Roy. On crée des choses alors qu'on s'aperçoit que les zones artisanales, les petites zones qu'il y a autour, elles sont mal équipées, mal desservies, mal utilisées. Et on est dans une espèce de démarche qui n'a pas de sens. Voilà. Donc là, pour moi, la question est la même tout à l'heure. Pensez-vous, en tant que maire, pouvoir influer sur la situation de l'entreprise BMS UPSA, et si oui, comment? Oui, j'ai commencé à répondre tout à l'heure, bien évidemment, puisqu'on a tout ça dans la tête. On n'est pas... si on est HD, BMS UPSA... Bon, je crois qu'on a dit très très tôt, hein, juste à la fin du mois de janvier, l'analyse que vous faisiez de cette situation invraisemblable et qui est vraiment scandaleuse. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une direction de BMS UPSA qui prend en otage ses salariés sous le prétexte que le générique serait une des raisons de la faiblesse de la rentabilité et des risques de rentabilité sur l'UPSA d'Agen. C'est un mensonge. Car, vous le savez, je ne dis pas une bêtise en disant que le secteur pharmaceutique, dont BMS, est une des branches industrielles dont les taux de profit sont les plus importants. Les taux de marge, pour ne pas utiliser un mot qui fait peur, les taux de marge sont les plus importants.
et dans lequel la distribution des dividendes relève à peu près de 20% de la valeur ajoutée. On est dans quelque chose de considérable. Il n'y a pas un risque de chute de la rentabilité de l'UPSA lié au fait que le générique serait maintenant inscrit sur une liste. C'est complètement faux. BMS UPSA mène une politique de protection de ses dividendes, de protection de sa distribution de dividendes, comme toute industrie pharmaceutique le fait. Que je sache, BMS a déjà fermé une entreprise à Meymac, en Dordogne, on s'en souvient, 2008, 140 ou 150 personnes, d'ailleurs, un certain nombre sont revenus sur Agel. Est-ce qu'il y avait le générique quelque part? Non. Il y avait la possibilité d'augmenter la distribution de dividendes en contractant un coût du travail, une composition extrêmement classique. La protection, et ça je ne suis persuadé, je ne serais pas le seul à le dire, la protection que l'on aura contre ce genre de pratique, c'est l'interdiction des licenciements boursiers. Nous avons une démonstration de quelque chose que l'on dit depuis très longtemps. Il existe des licenciements dont la seule fonction est de protéger des dividendes à des actionnaires. Certains nous disent que la seule façon de profiter de la Garonne est de se trouver sur le pont de Pierre ou de Beauregard lors des bouchons quotidiens. Même si Agen n'est pas Bordeaux, envisagez-vous de développer les bords de Garonne, et notamment face au gravier? Oui, j'ai un amour très particulier pour la Garonne, comme beaucoup d'Agenais d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites déjà sur la Garonne. Pour aller sur Passe-Ligne, qui est une superbe réalisation. Je pense que les architectes, les paysagistes, les ouvriers, les employés qui ont fait ça, c'est vraiment très bien. Ils ont quelques problèmes. Mais... Donc je pense qu'il faut continuer, il y a un aménagement. Ce qu'il faut surtout faire, c'est protéger la Garonne en ce moment des caprices de M. le maire de Nice. Il a un caprice, M. le maire, qui est un truc absolument incroyable. Il s'oppose à tout le monde, mais même dans son propre camp, il a rassemblé une petite association. Vous savez, c'est le caprice de M. de Nice. Qu'est-ce que c'est? C'est la reconstruction du barrage de Beauregard. Personne ne comprend. Il n'y a aucun de ces arguments, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de sensé, aucun de ces arguments ne tient. Pour toute personne sensée, quand on peut supprimer un barrage sur un fleuve, une barrière à l'écoulement libre des eaux, on le fait. Et il s'est opposé aux ministres successifs de son propre camp pour reconstruire le barrage de Beauregard. C'est une espèce de caprice qui n'a aucun sens, mais ça je vous promets que l'opposition qui va finir par monter là-dessus sera extrêmement forte. Je crois qu'il commence à le savoir. De toute façon, c'est d'une absurdité complète. Je reviendrai. Voilà la Garonne, il faut la protéger. La parité, d'accord, mais pas seulement hommes-femmes. Pensez-vous avoir choisi pour votre liste des personnes qui représentent suffisamment bien la ville dans toute sa diversité? Nous sommes un collectif, nous sommes déjà un front de gauche dans lequel il y a des organisations politiques différentes qui se sont rassemblées pour faire de la politique ensemble, pour mener une campagne ensemble. Donc je crois que notre liste est une liste qui tient la route sur le plan sociologique, sur le plan générationnel. Non, on est plutôt satisfait. Et puis quant à la parité, on peut se féliciter que la parité est une obligation maintenant légale. Et effectivement, vous avez remarqué qu'il y a la moitié d'hommes et la moitié de femmes. Merci. Si vous ne deviez retenir qu'une seule des propositions dans le programme de l'un de vos adversaires, laquelle? Retenir dans le sens si je... Dans le sens que vous souhaitez. Voilà, dans le sens de l'accepter. En bien ou en mal? Oui, je crois qu'on en a parlé. Moi, il y a vraiment, là, LGV est vraiment la chose qui m'énerve le plus. C'est une espèce, je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est une espèce de symbole de ce qu'il ne faut pas faire. Le surinvestissement, l'inutilité, la gabegie, voilà, ça c'est vraiment... Il y a une petite vision de productivisme là-dedans qui est catastrophique. On est au XXIe siècle, on n'est pas au XIXe siècle, on fait des surinvestissements pour rien, voilà, ça il faut arrêter. Une question maintenant sur l'économie circulaire. L'économie circulaire est un modèle de production inspiré du fonctionnement des écosystèmes. Il s'appuie entre autres sur l'éco-conception des produits, sur l'allongement de la durée de vie des produits et sur la prolongation des flux de matière, le déchet d'une activité devenant le carburant d'une autre. De nombreux acteurs économiques et de nombreuses collectivités se saisissent de ce sujet. C'est d'ailleurs cette année le thème national de la Jeune Chambre économique française. Y avez-vous réfléchi avec votre équipe?
Comment, selon vous, pourrions-nous, à l'échelle de l'agglomération d'Agen, appliquer ces principes? Oui, c'est une question qui porte finalement, c'est une question écologique. C'est le problème de la protection écologique et c'est le problème de la protection de l'environnement. La récupération des déchets, bien évidemment. Simplement, j'ai envie de tourner la question d'une autre manière. Je veux dire, la protection de l'environnement, elle passe par quoi aussi? Et pour boucler un peu ce que j'ai dit, elle passe toujours par la lutte contre les profits. Si on réfléchissait à ce qui s'est passé ces dernières années, des grandes atteintes contre l'environnement, elles ont été liées à quoi? Elles ont été liées à des entreprises qui finalement ont plutôt réalisé des profits que réaliser un produit qui sera un produit sûr. Fukushima, c'est quoi? J'ai quand même entendu dire que l'entreprise qui gérait était peu capable de le faire, et peu capable de faire face à l'accident qui a eu lieu. Est-ce que les grandes marées noires, ça n'a pas été lié à des conceptions d'entreprises dont finalement le principal était de faire du profit? Vous savez, je reviens toujours au profit, c'est l'idée essentielle que quand on ne met pas comme objectif dans une activité de production la satisfaction des besoins, la satisfaction des besoins qui se réalisent avec la protection de l'environnement, en faisant en sorte que les gens qui y travaillent soient bien traités, travaillent dans des conditions légitimes, des conditions dignes, et on n'arrive à rien. Alors, finalement, l'économie circulaire, c'est la possibilité de produire mieux ce que l'on dit, ce qu'on gaspille autrefois. Tant mieux. Mais n'oublions pas que derrière, si à chaque fois on réinjecte du profit, et uniquement du profit, et si on injecte du profit qui donnera lieu à des dividendes qui seront distribués à des personnes qui ne sont pas dans l'entreprise, qui ne décident pas dans l'entreprise, dont la seule fonction est de ramasser une partie de l'argent qui sera tiré de cette activité, on aura toujours des catastrophes, y compris écologiques. Ça ne suffit pas l'économie circulaire, il faut contrôler les profits.